Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Un accueil 5 étoiles, c'est ce que souhaitent réserver les douanes ivoiriennes aux visiteurs de la CAN en Côte d'Ivoire. Pour ce faire, elles intensifient leur dispositif à l'aéroport pour plus de célérité lors des contrôles. Et puis c'est une ascension fulgurante pour le nouveau chef de Matignon à Paris. Gabriel Attal a été nommé Premier ministre par Emmanuel Macron à seulement 34 ans. Il est le plus jeune à occuper ce poste. Porte d'entrée de la Côte d'Ivoire, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny se prépare pour la réussite de la CAN en terre ivoirienne. Afin d'assurer un bon accueil aux visiteurs, la Direction générale des douanes renforce son dispositif pour garantir la célérité au contrôle. Nedja Edja, Zekré Joseph. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, tout le dispositif de la douane est fin prêt pour offrir des services de qualité à tous ceux qui viendront pour la Coupe d'Afrique des Nations. Le premier responsable des douanes ivoiriennes est venu s'en assurer à quelques jours du coup d'envoi de cette compétition. La meilleure CAN, ce n'est pas seulement les drapeaux qui vont flotter en ville, ce n'est pas les mascottes, mais c'est aussi la qualité de l'accueil. Il faut que nous nous assurons que ce service public-là, ce service est bien rendu et correctement rendu. Rendu dans la discipline, rendu dans la courtoisie et rendu avec politesse. Et c'est de cette façon que l'étranger qui arrive chez nous saura que nous sommes dans de bonnes dispositions pour une très belle CAN, une meilleure CAN, comme nous l'avons promis. Le même dispositif est mis en place dans les autres aéroports. À l'aéroport de Bouaké, à l'aéroport de Yamoussoukro, à l'aéroport de Korogo et à l'aéroport de San Pedro. Hormis l'aéroport d'Abidjan, toutes les autres portes d'entrée en terre ivoirienne bénéficient de ce renforcement du dispositif. Nous ne nous contentons pas d'accueillir les voyageurs et les délégations seulement au niveau des frontières aériennes que je viens de vous citer. Eh bien, nous avons pris des dispositions également pour accueillir tous ceux qui viendront nous visiter par la voie terrestre. Au niveau des bureaux frontières, des dispositions ont également été prises. La CAN 2023 démarre ce 13 janvier avec la cérémonie d'ouverture, suivie du premier match du pays hôte, la Côte d'Ivoire. L'arrivée des équipes participantes a démarré depuis ce dimanche 7 janvier avec la délégation marocaine. Et les jeunes Hatchans ont été aussi mobilisés dans les villages ainsi qu'en agglomération pour cette CAN qui démarre samedi. Ils ont été reçus par Roger Adom au nom du Premier ministre Bogré-Mambé au plateau, comme nous le montre Pierre Dipomélin et Tanguy Conan. La mobilisation autour de la CAN se poursuit avec toutes les couches de la société. Les jeunes Hatchans ont été mis en mission par le ministre Roger Adom, qui représentait le ministre en charge du sport. Pour lui, cette CAN ne peut pas avoir le succès souhaité sans l'implication de tous, plus particulièrement les jeunes Hatchans, des villages et d'Abidjan. Il les a donc mis en mission. À partir donc du samedi 13 janvier, la CAN 2023 sera organisée sur notre sol. Donc à la demande du Premier ministre, Robert Bogré-Mambé, nous avons rencontré la jeunesse Hatchan afin qu'elle soit mobilisée, elle soit disponible, elle soit accueillante pour recevoir nos invités et puis surtout pour faire en sorte que cette CAN qui aura lieu sur notre territoire 40 ans après soit une CAN de l'hospitalité, que soit bien organisée et puis que nous soutenons tous par nos prières, par notre envie, par notre volonté, nos éléphants afin qu'ils nous ramènent la victoire. Nous allons nous battre dans nos villages afin que nos villages soient mobilisés sur le plan touristique pour accueillir nos invités, pour accueillir nos frères africains qui viennent pour la CAN. Vous savez que nous sommes des villages basés à Abidjan et il faut qu'Abidjan fasse bonne figure. Donc la jeunesse Hatchan est mobilisée pour accompagner le Premier ministre afin que cette CAN-là soit la meilleure. Plus que 4 jours avant le coup d'envoi, les premières délégations sont déjà présentes dans toutes les villes hôtes. Et elle fait partie des villes hôtes. À Korogo, la communauté malienne s'organise pour accueillir ses compatriotes. Autorités et supporters se mobilisent, comme le témoigne ce récit de Roger Appé. Korogo, capitale du Poro. À 5 jours du coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la communauté malienne s'organise
pour accueillir ses compatriotes. On a fait une demande avec la mairie de Korogo. Ils nous ont cédé un parcelle où on va faire le site pour les supporters maliens. Il y a tout dedans, tout le monde peut faire tout. Les supporters, les animateurs, les gens même qui veulent vendre leurs choses. On nous a donné un parcelle où on va mettre en valeur pour que les Maliens soient associés. À 600 km de Bamako, Korogo pourrait accueillir des milliers de supporters, des Aigles du Mali. Des centaines de cars, selon le président de la communauté malienne, vont faire la navette. Il y a 100 cars qui est en train de venir des Ourzi, selon les promesses de l'État malien. Il y a 100 cars qui vont venir. Sans compter nous-mêmes ici, on est nombreux. Nous seulement qui résidons à Korogo, on peut remplir le terrain. Dans les rues de Korogo, les supporters sont déjà survoltés, confiant que les Aigles du Mali vont soulever pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. Le Mali, en Côte d'Ivoire, doit remporter la coupe. Oui, on est fiers de ça. Nous sommes les Maliens pleins. On est le Mali jusqu'à la fin. La CAN, c'est pour le Mali. Vive la CAN. Logé dans le groupe E, le Mali, qui entre en compétition le 16 janvier, doit se défaire de l'Afrique du Sud, de la Tunisie, de la Namibie, dès le premier tour, pour espérer décrocher son premier titre continental. Dans le reste de l'actualité, c'est une bonne nouvelle pour la filière anacarde. Une usine de transformation de la noix de cajou vient d'être inaugurée à Yamoussoukro, d'une capacité de 50 000 tonnes. Elle favorisera la création de 1000 emplois, dont 80% seront occupés par des femmes. Les détails de Moussani Kiemar. Une coupure de ruban qui marque le début officiel des activités de l'usine de transformation de noix de cajou de Yamoussoukro. L'infrastructure est construite sur une superficie de 10 hectares pour un coût de 20 millions de dollars, soit près de 12 milliards de francs CFA, avec une capacité de 50 000 tonnes en période de pointe. Nos opérations sont un modèle d'émancipation et de développement. Les prévisions de production de nos amandes de cajou sont destinées à avoir un impact substantiel sur le marché, tant au niveau national et international. L'inauguration de l'usine Afro Cachou n'est pas seulement une célébration d'une nouvelle installation, mais un symbole de résilience, de croissance, d'engagement. L'usine va démarrer avec 4 000 tonnes en 2024 et atteindre les 11 000 tonnes en 2027. Je pense que c'est une année qui va permettre de continuer de progresser sur les volumes de transformation. Cette usine est un des éléments qui va nous permettre donc de continuer de progresser sur ce chemin qui tend à devenir vraiment un boulevard. Et la filière anacarde est engagée avec l'ensemble de ses acteurs à jouer sa partition dans la structuration de l'économie ivoirienne. L'usine générera environ 1000 emplois directs avec 80% de femmes et permettra de dynamiser le développement économique de la région et d'améliorer les conditions de vie des producteurs. Nous sommes d'autant plus contents que cette usine va venir encore ajouter un plus à celle qui existait déjà. Et notre souhait, c'est de voir davantage d'autres usines s'installer. C'est pour cela d'ailleurs que le président a initié cette politique de mise en place de plateformes dédiées à la transformation de la noix de cajou. Mais la transformation structurelle de notre économie passe par les agro-industries. Le ministre d'État a affirmé que cette infrastructure s'inscrit dans la dynamique de développement du secteur de l'agro-industrie, avec pour objectif d'atteindre 50% du niveau de transformation dans la filière anacarde à l'horizon 2030. Et dans l'actualité politique, plus de 300 militants et cadres ayant quitté les rangs du RHDP lors des dernières élections locales sont de retour au parti au pouvoir. Ils ont présenté leurs excuses et formulé leurs doléances au président du directoire en présence de Moussani Kiemar et Tanguy Kona. Le collectif des militants et cadres du RHDP, parti en candidat indépendant aux dernières élections locales, demande pardon au président du parti. Au nom des 338 membres de ce collectif, la députée Adjaratou Traoré a présenté les excuses et les doléances auprès du RHDP. Nous, militants et candidats indépendants RHDP aux dernières élections municipales, régionales et sénatoriales, représentant une masse électorale importante,
venons vous présenter nos profondes excuses. Et avec sincérité, nous faisons amende honorable pour n'avoir pas respecté vos consignes lors de votre discours à l'investiture des candidats du parti à la rotonde de l'Hôtel Ivoire le 13 juillet 2023. Nous implorons votre clémence, votre bienveillance et votre mansuétude pour la levée totale des sanctions politiques administratives et la réintégration de vos enfants au sein des instances du parti. Président du directoire, Gilbert Koné dit avoir pris note des supplications de ses cadres et militants repentis. La discipline, c'est le plus grand défi que nous devons tous surmonter pour faire de notre grand parti un mouvement politique de référence sur l'échiquier national et international. Nous avons entendu vos regrets ainsi que les engagements que vous avez pris. Nous transmettrons fidèlement au président du parti tout ce qui a été dit ici. Nous avons également pris acte de votre doléance relative à une levée éventuelle des sanctions. Nous allons soumettre votre requête pour examen au directoire à l'issue de ce processus. Vous connaîtrez donc la décision du parti. Au nombre de 338, ils sont sanctionnés pour non-respect des choix du parti aux dernières élections municipales et régionales. Politique toujours, la deuxième fête de la renaissance du PPACI aura lieu fin mars 2024. Annonce de Damana Pika ce matin. Cet événement, pour rappel, vise à célébrer notamment le retour en terre ivoirienne du président Laurent Gbagbo après son acquittement par la CPI. Une occasion de réitérer la demande de sa réintégration sur la liste électorale. Les précisions de Salif Alekwe et Cheikh Bleu. Les 29 et 30 mars prochains, les militants du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, seront à Agboville, dans la région de l'Agné-Bitsiassa, pour célébrer la deuxième édition de la fête de la Renaissance. Pour donner les grandes lignes de ce rendez-vous, après celui de Yopougon Figayo en 2023, le deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique Damana Adiapikas, en charge également de la jeunesse, était face à la presse. Ce retour de Laurent Gbagbo, que nous avons considéré comme mort, s'apparente pour nous à une résurrection, à une renaissance. C'est pour nous des motifs d'espoir et d'espérance. C'est pourquoi le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a décidé de marquer cette date qui est historique désormais. Nous attendons donc une mobilisation sans précédent, plus impressionnante que Figayo 2023. Et cette mobilisation sera pour renforcer notre influence sur la scène politique ivoirienne. L'édition 2024 de la fête aura lieu donc à Agboville. Agboville, ville de résistants. Le 29 et 30 mars 2024. La réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale demeure toujours une priorité pour ce parti de gauche. Il est moralement inacceptable et politiquement dramatique que son Excellence le président Laurent Gbagbo, celui qu'on a appelé ici le père du multipartisme, le père de cette jeune démocratie en gestation en Côte d'Ivoire, ne puisse même pas élire, sinon participer à la désignation du maire de Cocody, dont il est un concitoyen. Des réflexions sur la thématique centrale liée à la politique d'autonomisation de la femme pour la reconquête du pouvoir en 2025, un défilé, un concert et le grand oral du président du parti, Laurent Gbagbo, sont inscrits au menu de cette rencontre qui verra la participation, à en croire les initiateurs, de plusieurs délégations de l'extérieur. Et puis, dès demain, la Y4, le 4e pont et le tunnel d'Abobo seront enfin ouverts à la population. Quelles sont justement leurs attentes concernant ces grands ouvrages routiers? Le reportage de Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedou. Échangeurs du 4e pont, à cheval entre les quartiers Toit-Rouge et Nouveau Quartier,
dans la commune de Yopougon. Ces ouvriers s'attellent aux derniers ajustements avant la livraison de la première phase de ce pont reliant la commune de Yopougon à celle du plateau. L'annonce de la livraison de cette infrastructure, dont les travaux ont été lancés en juillet 2018, sonne comme un soulagement pour les habitants et automobilistes de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que ça pourra désengorger l'autoroute. Hier encore, j'empruntais la route pour venir, c'était lourd les embouteillages. Ça nous aidera vraiment, ça va faciliter la circulation. En tant qu'automobiliste, ça ne fait que nous faire plaisir. J'ai l'habitude de prendre l'autoroute. Mais vous savez, aux heures de pointe, là, c'est une catastrophe, prendre l'autoroute, les embouteillages par-ci, par-là et autres. Mais bon, aujourd'hui, avec l'ouverture du 4e pont, je pense que ça serait une solution. Quand on descend du boulot, on rentre tard, soit 20h, 21h, parce que tous ceux qui viennent d'Adjamé, à Bobo, Plateau, doivent passer par l'autre pont là-bas, pour sortir aussi pour Est. Donc l'ouverture ici est la bienvenue. Le tronçon du 4e pont qui sera ouvert ce mercredi part de l'échangeur de Yopougon, nouveau bureau, non loin du carrefour sapeurs-pompiers, à la commune du Plateau. Elle offre une vraie alternative aux usagers qui souhaitent entrer ou sortir de Yopougon. Nous sommes à plus de 50 000 véhicules par jour qui se passeront sur le 4e pont pour l'ouverture de demain. Mais à terme, quand la route sera complètement ouverte, nous arriverons à 100 000 véhicules. Soulagement également pour les populations de la commune d'Abobo. Les travaux du tunnel construit en face de la mairie sont achevés. L'ouvrage sera également ouvert à la circulation. Venue s'assurer que l'ouvrage est prêt à l'emploi, la première magistrate de la commune a exprimé sa satisfaction, non sans oublier de passer un message à ses administrés. Ce tunnel va nous faciliter la vie ici. Donc nous demandons aux populations d'Abobo de respecter les consignes qui leur sont données. 1. Les ferrailleurs qui sont encore à Anador n'ont plus leur place là-bas. Deuxièmement, il y a des gens qui sont venus créer une gare juste à l'entrée du tunnel. Cette gare sera supprimée. Nous disons aux commerçants et aux commerçantes de ne pas s'asseoir sur les trottoirs parce que ce n'est pas fait pour ça. Dans la commune voisine d'Anyama, les ouvriers de la voie de contournement d'Abidjan, appelée Y4, mettent la dernière main à l'ouvrage. La première phase du projet reliant le carrefour de l'ancien camp d'Akwedo au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe sera également ouvert à la circulation ce mercredi. Comme premier avantage, on peut citer le gain de temps. Il y a également la réduction des gaz à effet de serre parce que ces voies étant dédoublées, la circulation sera fluide et va permettre de réduire le taux d'échappement des gaz. Comme dernier avantage, il faut indiquer que toutes ces voies vont contribuer à décongestionner la fluidité au sein de la grande ville d'Abidjan. En plus de ces 3 ouvrages visités, ce sont les voies de sortie est et ouest d'Abidjan qui seront officiellement ouvertes à la circulation. L'ensemble de ces ouvrages ont été initiés pour améliorer la fluidité routière dans la ville d'Abidjan. À quelques jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations, qui démarre samedi prochain en terre ivoirienne, la mise en service de ces infrastructures constitue donc un coup de pouce important pour le comité d'organisation de la compétition. Et à l'étranger, c'est la grande annonce de ce début d'année en France. À 34 ans, Gabriel Attal a été nommé Premier ministre par le président Emmanuel Macron. Ses priorités dans ce récit de Pierre Dipomella. Gabriel Attal succède à Elisabeth Borne. L'actuel ministre de l'Éducation nationale devient à 34 ans le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Quelques heures après sa nomination, le nouveau Premier ministre a pris la parole à Matignon et a donné quelques éléments sur sa feuille de route pour les prochaines semaines. Gabriel Attal veut faire de l'école l'une de ses priorités absolues. Je le dis d'emblée, mesdames et messieurs, j'emmène avec moi, ici, à Matignon, la cause de l'école. Je réaffirme l'école comme étant la mère de nos batailles, celle qui doit être au cœur de nos priorités et à qui je donnerai, comme Premier ministre, tous les moyens d'action nécessaires pour sa réussite. Elle sera l'une de mes priorités absolues dans mon action à la tête du gouvernement. Il y aura, de ce point de vue, une forme de continuité. La passation de pouvoir entre Elisabeth Borne et Gabriel Attal a eu lieu en début d'après-midi à Matignon.
Le nouveau locataire de Matignon devra donc proposer des noms à Emmanuel Macron pour composer le prochain gouvernement. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Surtout, restez avec nous dans un instant. L'entretien de la rédaction spéciale Cannes avec le directeur général de la police nationale, M. Youssouf Kouyaté. Bonne soirée sur la NCI.